Cette semaine en NFL, le MVP du Super Bowl qui pourrait quitter son équipe, un trade qui choque même Patrick Mahomes, des joueurs retenus la saison prochaine par leur franchise, des prospects qui ont marqué des points en vue de la draft et des nouvelles des matchs internationaux de la NFL qui vont avoir un impact sur celui de Paris. Salut à tous, bienvenue dans les infos de la semaine en NFL, la série où on résume tout ce qui s'est passé dans la ligue en quelques minutes. Trade, rumeurs, signatures, draft et bien sûr mon analyse sur ce que ça peut changer pour la saison prochaine. Et cette semaine il s'est passé beaucoup de choses. On commence avec une info tout simplement énorme, les Seattle Seahawks pourraient bien perdre leur running back, Kenneth Walker. Le MVP du Super Bowl 60 n'a pas été retenu par le franchise tag de son équipe et va donc devenir un free agent le 11 mars prochain. Alors que son contrat rookie de 4 ans à 8 millions de dollars vient d'arriver à expiration, Seattle a préféré ne pas activer le franchise tag qui aurait permis de conserver son running back mais aurait automatiquement augmenté son salaire à 14 millions de dollars. Et il y a deux grandes raisons à ça. D'abord, la somme d'argent que les Seahawks préfèrent réserver à la probable augmentation de salaire de Jackson Smith-Njigba, qui compte bien devenir le receveur le mieux payé de la ligue, et ensuite la présence dans l'effectif de Zach Charbonnet, qui est déjà un très bon running back, mais qui doit encore revenir de sa blessure au genou. Et forcément, les autres équipes sont à l'affût. Plusieurs franchises seraient intéressées, parmi lesquelles les Chiefs, les Broncos ou encore les Giants. Pour les Chiefs, il s'agirait de remplacer Isaiah Pacheco, qui va devenir un free agent. Pour les Broncos de trouver leur running back titulaire, le jeune R.J. Harvey n'ayant pas vraiment donné satisfaction cette saison, et pour les Giants de former un duo élite de running back avec le retour prévu de Cam Skadebou en septembre. Et alors autant je comprends les équipes qui veulent récupérer Kenneth Walker, autant du côté des Seahawks, j'ai du mal à comprendre la stratégie. Laisser partir ton meilleur joueur offensif des playoffs, c'est perdre le joueur qui peut te permettre de faire l'action décisive. Quand on voit l'évolution du poste de running back en NFL où on se dirige plus vers des duos de coureurs plutôt que sur un seul mec qui prend tout le temps de jeu, ça me paraît un move très dangereux. En tout cas, il faudra le remplacer. Pour le remplacer, justement, les Seahawks pourraient choisir le jeune Mike Washington de l'université d'Arkansas lors du deuxième tour de la draft. Affaire à suivre donc. On passe à l'info suivante. Le move le plus spectaculaire de la semaine concerne les Chiefs. Kansas City vient d'échanger le cornerback All-Pro Trent McDuffie aux Los Angeles Rams. Et ce trade est énorme. Les Chiefs récupèrent le 29e choix de la draft 2026, deux autres choix cette année, et un troisième tour en 2027. McDuffie n'a que 25 ans et pourtant il fait déjà partie des meilleurs cornerbacks de la ligue. Même Patrick Mahomes a réagi sur les réseaux avec un simple damn. Ce qui montre que même dans le vestiaire, la surprise est totale. Mais alors, pourquoi les Chiefs font ça? La réponse est très simple. Le salary cap. Kansas City doit gérer des contrats énormes, dont celui de Patrick Mahomes qui a déjà été remodelé plus tôt cette année et commence donc à sacrifier certains joueurs. Cet échange s'inscrit dans la logique sportive des Chiefs qui souhaitent rajeunir leur effectif. Et leur stratégie pourrait être payante car avec cet échange, ils ont désormais deux premiers tours de draft cette saison. Le premier choix à la 9e position devrait leur permettre de prendre le meilleur joueur non sélectionné avant, peut-être le receveur Carnell Tate ou le tight end Kenyon Sadiq, et le deuxième choix à la 29e position de prendre un corner pour remplacer McDuffie donc, le défenseur de Clemson, Evan Terrell, étant pressenti. Du côté des Rams, c'est aussi une très bonne affaire. Ils récupèrent un cornerback All-Pro en plein prime, alors qu'ils avaient 4 corners qui allaient devenir agents libres. En plus, ils avaient besoin de renforcer leur secondary qui était plutôt leur point faible cette saison, c'est donc un deal gagnant-gagnant. L'info suivante, c'est que cette semaine, c'était la deadline pour les franchise tags, et un joueur en particulier a perdu très gros. Plusieurs joueurs stars ont été bloqués par leurs équipes, Breece Hall par les New York Jets, George Pickens par les Cowboys de Dallas, et Kyle Pitts par les Falcons d'Atlanta. Le principe du franchise tag est très simple, retenir un joueur clé même s'il devient agent libre. Et il existe deux types de franchise tag. Le tag exclusif où le joueur ne peut pas négocier avec d'autres équipes mais où il est assuré de toucher la moyenne des 5 plus gros salaires à son poste. Et le tag non exclusif où le joueur peut négocier avec les autres équipes mais l'équipe d'origine peut s'aligner sur l'offre et si elle ne s'aligne pas, elle récupère deux choix de premier tour de draft. Et les trois joueurs qu'on vient de citer ont été retenus sur le tag non exclusif, le tag exclusif étant très peu utilisé désormais. Mais alors, pourquoi ces équipes ont utilisé ce tag? Pour les Jets, il s'agit de conserver leur meilleur running back et au passage leur meilleure arme offensive, Breece Hall ayant dépassé les milliards à la course pour la première fois de sa carrière. Les Cowboys, eux, souhaitent conserver la complémentarité de leur receveur, George Pickens étant une très bonne arme secondaire lorsque CeeDee Lamb est déjà pris. Les Falcons ont choisi de conserver leur tight end Kyle Pitts car il a montré de belles promesses en fin de saison et qu'il est encore jeune à un poste qui demande de l'expérience. Mais il existe aussi un autre tag, c'est le transition tag. Le joueur peut négocier avec d'autres équipes, l'équipe d'origine peut s'aligner sur l'offre,
mais elle ne recevra pas de compensation si elle laisse partir son joueur. Pour le joueur, le salaire équivaut à la moyenne des 10 meilleurs revenus à son poste. Ce tag vient d'être utilisé par les Indianapolis Colts sur Daniel Jones, qui peut donc négocier avec les autres franchises plus librement, mais pour lui, c'est sans doute une mauvaise nouvelle. Le quarterback des Colts pouvait raisonnablement espérer un contrat au-dessus des 40 millions de dollars par an, vu la saison qu'il vient de faire dans l'Indiana, mais sa blessure au talon d'Achille en fin de saison a sans doute donné envie aux dirigeants des Colts de prendre le risque de l'exposer au marché pour baisser sa cote et donc les aspirations salariales du joueur. En gros, les Colts parient sur Daniel Jones, mais pas trop. L'info suivante, c'est que le NFL Combine est passé et que certains prospects ont marqué beaucoup de points. Alors que le premier choix attendu de la draft, Fernando Mendoza, s'est caché pendant le Combine, d'autres joueurs ont vu leur valeur exploser. Voici mon top 5. Numéro 1, Kenyon Sadiq, le tight end d'Oregon, qui a tout simplement réalisé le meilleur combine de l'histoire à son poste. Record sur le 40 yards avec 4 secondes 39, deuxième perf avec 1m10 à la détente verticale, troisième perf au saut en longueur, sans élan avec 3m35. Les tests ont confirmé ce que beaucoup d'évaluateurs pensaient, Kenyon Sadiq a largement le potentiel pour être dans les 20 premiers choix de la draft. Numéro 2, Sonny Styles, le linebacker d'Ohio State, qui a réalisé le meilleur temps à son poste sur le 40 yards, 1m10 à la détente verticale, 3m40 au saut en longueur. Sonny Styles était pressenti pour être dans le top 10 de la draft. Avec ses performances d'Indianapolis, il peut désormais espérer le top 5. Numéro 3, David Bailey, le edge de Texas Tech, qui a lui aussi couru le 40 yards le plus rapide pour son poste et qui est pressenti pour être le premier pass rusher sélectionné lors de la prochaine draft. Numéro 4, Jeremiah Love, le running back de Notre-Dame, dont l'athléticité et la force ont été remarquées lors du combine, en plus de sa vitesse lors du 40 yards, et qui devrait lui assurer d'être le premier running back sélectionné en avril. Et enfin, numéro 5, Ty Simpson, le quarterback d'Alabama, qui a impressionné notamment par sa précision de passe et sa vitesse de jeu de jambes, et qui devrait être le deuxième quarterback choisi cette année, dans une QV qui est plutôt décevante à ce poste. D'ailleurs, dis-moi en commentaire lequel de ces joueurs ton équipe aurait le plus besoin. Et enfin, la dernière info de la semaine, c'est qu'on sait qui va jouer dans le match à Madrid, et ça pourrait bien avoir un impact sur celui de Paris. Pour la deuxième année consécutive, Madrid va donc recevoir un match de NFL, après le Dolphins Commanders de la saison dernière, et cette fois-ci, c'est les Falcons qui seront l'équipe domicile. Ce choix de la ligue arrange bien les affaires du PDG des Falcons, Greg Biddles, car le Mercedes-Benz Stadium va recevoir 2 matchs de l'Espagne lors de la Coupe du Monde en juin, l'occasion pour la franchise de Géorgie de faire de la publicité auprès de l'audience espagnole. L'adversaire des Falcons n'a pas encore été annoncé, mais on peut déjà commencer à faire des projections. En regardant les équipes que doivent affronter les Falcons à domicile la saison prochaine, il y en a déjà 5 que l'on peut considérer comme peu probables. Les Saints, les Panthers et les Buccaneers, vu qu'ils sont dans la NFC Sud comme Atlanta, et j'ai du mal à voir des dirigeants priver leurs fans d'un match aussi important dans la saison. Les Lions qui vont jouer le match à Munich et qui ont donc déjà un voyage de prévu, et les 49ers qui ont déjà 2 matchs à l'étranger, un en Australie contre les Rams et un au Mexique. Ça ne laisse donc plus que 4 possibilités, les Bears, les Ravens, les Bengals ou les Chiefs. Et la rumeur, c'est que c'est Chicago qui pourrait débarquer au Santiago Bernabéu. Perso, je trouve que ce serait un match plutôt sympa, et surtout avec les Bears qui ont la meilleure des 4 équipes qui restent, donc c'est plutôt cool. Mais ça pourrait aussi avoir une incidence sur le match à Paris le 25 octobre 2026, dont on a déjà parlé sur la chaîne. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller voir cette vidéo. Dans celle-là, je t'explique pourquoi la NFL arrive en France, et surtout, comment être sûr d'avoir sa place. Et donc, cette info nous permet d'y voir un peu plus clair sur le futur adversaire des Saints à Paris, vu que ce ne sera pas les Falcons. Et donc, comme je te l'avais annoncé, on se rapproche de plus en plus des Cleveland Browns pour faire ce match le 25 octobre 2026. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. N'oublie pas non plus d'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et d'ici là, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul football qui se joue avec les mains. Salut!